Quartier de la Défense. Ce jour-là, 3 associations écologistes mènent une opération coup de poing. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Plus de 2000 militants bloquent simultanément les tours d'EDF, Total, la Société Générale et le ministère de la Transition écologique. Ils les accusent de complicité avec le gouvernement dans l'inaction climatique. Une occupation non violente, mais illégale. Les activistes empêchent les salariés d'accéder à leur bureau. Vous nous empêchez de rentrer, ça c'est de la violence. Ça c'est de la violence. J'estime que c'est violent, j'ai envie d'être violent, vous comprenez, donc j'ai envie d'apporter un truc et puis de vous rentrer dedans. S'il y en a qui font le forcing, vous faites quoi ? On va essayer de rester dans la détermination et toujours dans la non-violence et dans le respect de la personne qui va essayer de forcer. Là, ce que vous faites, c'est de la désobéissance civile ? Tout à fait, oui. La désobéissance civile. Pour Alix Mazouni de Greenpeace, c'est devenu le seul moyen de se faire entendre. Le principe de la désobéissance civile, c'est de faire quelque chose qui effectivement est jugé illégal aujourd'hui, mais que nous jugeons légitime, parce que nous avons marché des kilomètres, nous avons crié jusqu'à perdre la voix, et que Emmanuel Macron ne nous écoute, ne nous entend toujours pas. Un blocage de 5 heures avant l'intervention des forces de l'ordre. Allez, soulève. C'est bien, lâchez. Aucune interpellation ce jour-là, mais l'évacuation dure près de 2 heures. Comment ça se passe pour vous ? Comme on le voit, c'est un peu difficile, quoi. On se fait un peu maltraité, on va dire, par les CRS, justement, parce que là, ils font mal et tout ça, donc c'est un peu abusé, quoi. Ce traitement, ces militants s'y sont préparés. Quelques jours plus tôt, au siège de Greenpeace à Paris. Une formation sur les rudiments de la désobéissance civile. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas grand-chose qui dépasse, parce que tout ce qui dépasse, ils vont l'attraper pour vous enlever. La plupart de ces activistes n'avaient jamais manifesté auparavant. Ils apprennent par exemple des techniques pour gêner au maximum le travail des policiers. Et là, avec des slogans, vous pouvez tenir des heures. Pauline Boyer milite depuis 3 ans. Ce jour-là, elle est leur formatrice. Nous, ce qu'on fait, c'est donner des outils aux gens pour qu'ils se mobilisent, parce qu'on a besoin d'avoir de plus en plus de personnes qui passent à l'action concrète pour dénoncer les politiques et les projets qui émettent des gaz à effet de serre et continuent d'aggraver le dérèglement climatique. Pour ces militants, la désobéissance civile peut avoir de lourdes conséquences judiciaires. Mairie du 5e arrondissement de Paris, le 21 février dernier. Une poignée d'écologistes s'empare du portrait officiel du président Macron. Cécile Marchand est l'une d'entre elles. Elle a fait 10 heures de garde à vue, elle risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Je ne le regrette pas et je suis prête à répéter ce type d'action. Clairement, c'est une guerre de communication parce que très vite, certains ministres ont réagi en disant que nos actions allaient à l'encontre de symboles de la République, que c'était très grave, etc., etc. Et du coup, nous, le message qu'on fait passer derrière, c'est de dire non, mais en fait, c'est pas nous qui sommes une menace pour la démocratie, c'est vous, en continuant à perpétuer ce système qui nous mène tout droit dans le mur. Cécile Marchand sera jugée en septembre prochain. Son avocat compte faire de son procès une tribune pour l'écologie. Il suffit de rappeler que parfois il faut commettre des petits délits, si vous voulez, pour défendre des grandes causes. Greenpeace, dans les fin des années 70, s'est opposé illégalement à l'enfouissement de déchets radioactifs au large du Portugal. Et à la suite de ça, la convention OSPAR, Oslo-Paris, a interdit définitivement l'immersion de déchets nucléaires. Donc vous voyez, dans un premier temps, c'est une action illégale. Dans un deuxième temps, c'est devenu la loi. La désobéissance civile est une réponse à l'inefficacité des manifestations traditionnelles. Mais peut-elle faire plier le gouvernement ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Télérama. Véronika Zarakovic a consacré une grande enquête à ce mode d'action. Elle est efficace déjà dans la mesure où elle attire de plus en plus de monde, où elle se démocratise vraiment, c'est-à-dire qu'elle attire plus uniquement les militants classiques, elle attire aujourd'hui monsieur et madame tout le monde. Mais pour changer vraiment le rapport de force, il faudrait qu'elle devienne vraiment super massive, systématique, qu'elle dérange réellement le pouvoir. Les activistes de la désobéissance civile ont déjà annoncé de nouvelles actions dans les prochains jours. Abdelmalik, vous comprenez ces modes d'action ? Bien sûr, mais évidemment, je comprends ce genre d'action. On est quand même dans le monde de la société du coup d'éclat. Et d'une certaine manière, on est poussé à ce genre d'attitude extrême pour se faire entendre.
Mais encore une fois, il faut être entendu réellement et profondément. Et c'est toujours entre l'attention médiatique qu'on va porter à ces événements-là et concrètement ce qui se passe derrière. J'ai envie de dire, la violence, c'est le fait de ne pas être entendu. La violence, c'est de ne pas se rendre compte de la situation dans laquelle on est globalement aujourd'hui dans le monde. Et pour moi, ça, c'est hyper violent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent dans une sorte de bulle, je ne sais pas, et il y a une sorte de déni du réel. Et pour moi, ça, c'est violentissime. À côté de ça, j'ai envie de dire ça, c'est pas grand-chose. C'est très gentil. Exactement. Ce qui est hyper violent, c'est d'imposer une trajectoire qui va peut-être amener des gens effectivement à mourir ou à vivre dans des situations terribles, sans que la population puisse être entendue sur son aspiration légitime à ce qu'on change de trajectoire et qu'on n'aille pas vers la catastrophe. Ça, c'est hyper violent. Et quand on entend que cette pauvre jeune femme pourrait être condamnée à 3 ans de prison, 75 000 euros d'amende pour avoir décroché un portrait d'Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, c'est le summum du ridicule, quoi. Vous disiez que le peuple n'est pas entendu, mais j'ai l'impression que le peuple n'est pas entendu par le peuple non plus, parce que les gens qui sont dans la rue n'arrivent pas assez à parler au peuple dans son ensemble pour qu'ils ne votent pas pour des gens qui continuent à perpétuer ce système. Parce qu'au final, quand des gens se présentent sous cette bannière de vouloir sauver la planète, ils sont pas... on vote pas pour eux. Les élections se jouent sur des choses qui sont la plupart du temps très irrationnelles, très émotionnelles. Il y a eu des expériences qui ont été faites aux États-Unis, par exemple, où on avait mis des électrodes sur le cerveau de personnes qui regardent des débats télévisés. Et en fait, c'est exclusivement les zones émotionnelles qui sont activées, quasiment pas les zones réflexives. Il faudrait un gars qui soutient l'écologie, qui arrive à créer cet émotionnel. Mais les artistes qui soutiennent... C'est limité, les artistes. Ah non, mais c'est pas limité. Je veux dire, les artistes, c'est des figures importantes, puisqu'ils travaillent directement sur les imaginaires. À force de voir des figures artistiques importantes qui nous parlent du combat écologique, moi, par exemple, à titre personnel, juste le fait d'écrire, de penser en termes de conscience, c'est-à-dire la responsabilité des textes que je produis, ma démarche artistique, le fait de participer à tel concert, le fait d'être ici avec vous. Déjà, cette idée-là, c'est un message en soi. Et c'est sur l'émotionnel, puisque nous autres, notre outil, j'ai envie de dire, c'est l'émotionnel. C'est pas parce que... C'est le cas aussi pour les films. Vous aimeriez... Oui, les films participent à construire un imaginaire. On a d'abord besoin d'imaginer comment pourrait être le monde de demain avant d'avoir envie de le construire. Et sur la politique, on a aussi besoin d'avoir un imaginaire qui évolue. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de méthodes de démocratie délibérative, d'assemblée citoyenne, de démocratie directe. On ne peut pas simplement compter sur le fait qu'une personne providentielle va arriver, va se faire élire. On sait ce que ça donne. Et on sait ce que ça a donné dans le passé quand on a trop cru que quelqu'un allait nous sauver. On a besoin d'avoir dans nos institutions le moyen de donner du pouvoir à la population au jour le jour. Parce que quand on fait des sondages, 80% des gens disent aujourd'hui que la question climatique est une de leurs priorités.